Bourse, la genèse technique du rebond au mois de juin dernier et sa fin désormais proche. Bienvenue au Top Gun de ce lundi 15 août 2022. Alors chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver parce que le marché action, le marché boursier a désormais sous les pieds 15 à 20% de rebond depuis, en fonction des indices boursiers, la mi-juin à la fin de juin dernier. Ce rebond technique du marché action, je l'ai couvert avec vous à travers une succession de 5 vidéos, peut-être 6, mettant en avant tous les baromètres qui indiquaient à un stade précoce, bien sûr, sans avoir de boule de cristal, ce qu'il pouvait advenir en termes de rebond. Ce rebond a eu lieu, eu égard à des fondamentaux que je vais vous synthétiser. Ce rebond a eu lieu, je vais vous reproposer une synthèse rapide, la genèse, les origines du rebond, car ce sont toujours les mêmes facteurs techniques qui reviennent. Vous allez voir, c'est passionnant, j'ai tout rassemblé. Et puis, où en sommes-nous maintenant? Les résistances techniques majeures sont désormais proches des cours, notamment le S&P 500. D'ailleurs, ma cible de rebond a même été dépassée. Mais là, vraiment, j'invite à la prudence désormais. Après ces 17% de rebond et ces 4 semaines consécutives de hausse de Wall Street. Alors voilà, chers amis, donc installez-vous confortablement, j'espère que vous allez bien, en ce lundi férié. Il y a 4 parties à cette vidéo. Le pic d'inflation a-t-il été atteint? Cela semble être l'argument majeur du rebond depuis un certain temps. D'ailleurs, tout cela est venu du recul du prix des matières premières. Vous le savez, si vous suivez le Fast and Forex chaque mercredi. Les anticipations de banque centrale, le risque de récession est-il vraiment écarté? Non mais, l'est-il vraiment? Enfin, l'analyse technique a produit des effets dans toute sa complexité, dans l'ensemble de ses outils, que j'estime encore une fois, et bien sûr que je défends ma paroisse, mais que j'estime encore une fois hyper pertinent. Allez, c'est parti. Alors, je me réinstalle normalement. Je vais réduire la petite caméra en bas à droite et nous allons regarder l'ensemble de ces éléments en espérant toujours que ce format vous plaît. Alors, bon, je commence par un titre que j'ai choisi. Bourse, la genèse technique du rebond en juin et sa fin proche. Alors, autant vous dire, et j'insiste, il n'y a pas ici un temps réservé pour l'argumentation de type « je vous l'avais dit ». Non, je ne vous avais rien dit. Mais la prise de recul permet, et eu égard au fait qu'il y a une récurrence dans les phénomènes techniques à travers le temps, permet d'améliorer son point de vue analytique sur les marchés. C'est tout. Voilà l'objet de cette vidéo. Voilà son objectif. Il n'y a rien de plus. Alors comme d'habitude, je vais moi mettre ici un peu en parole ce que je vous ai préparé et puis je vous invite à lire ce qui est écrit. Vous avez les 4 parties qui s'affichent sous vos yeux. On commence par deux temps fondamentaux. Rassurez-vous, ne partez pas, ne fermez pas la page vidéo si ça ne vous intéresse pas. Je vous garantis que c'est intéressant car c'est sur cela que les éléments techniques se sont basés. En troisième partie, c'est là où je vais repasser en revue avec vous les baromètres que je vous ai présentés dans une série de 5 vidéos. Mais là, j'ai sélectionné les meilleurs présentés à travers ces 5 vidéos. Tellement ils ont bien fonctionné car ils ont vu le point haut. Ils ont vu le point haut en novembre dernier. Ils ont vu le point bas en juin. Et c'est toujours la même approche, l'approche relative, à travers les secteurs, les indicateurs techniques avancés. Il y a énormément de choses intéressantes, l'approche quantitative. Vous allez voir, allez, c'est parti. Première partie. Le pic d'inflation a-t-il été atteint? Alors, il est vrai que l'inflation
en Europe et aux États-Unis ne monte plus. C'est déjà en soi une victoire, car le marché s'était mis à stresser de voir mois après mois cette inflation tendre vers l'hyperinflation. Il s'avère qu'elle recule notamment aux États-Unis. Mais attention, elle recule, chers amis. Elle recule, remettons les choses dans leur contexte. Vous avez sous les yeux l'inflation représentée ici, et je vais prendre un petit laser pour que vous puissiez voir ça d'une meilleure façon. Le taux d'inflation mensuel aux États-Unis, sous la forme d'un histogramme, selon le bureau du travail américain, qui gère les statistiques, bon, le ministère du Travail américain, quoi, en gros. Oui, vous avez sous les yeux ce qui a propulsé encore la semaine dernière les indices boursiers sur de nouveaux plus hauts. Oui, l'inflation a cassé son trend ascendant. Voilà. Vous avez vu, il en faut peu pour les marchés. Il en faut peu pour être heureux pour les marchés. Mais prenons du recul. J'ai reporté ici, en utilisant l'excellent site Trading Economics, la courbe de l'inflation en bleu aux États-Unis, en noir pointillé en Europe. Alors oui, certes, il y a un recul, on le voit sur la courbe en bleu aux États-Unis, mais, chers amis, voilà la dynamique des derniers mois. Mais l'inflation n'est pas vaincue. Mais, encore une fois, nous le savons, vous le savez, le marché a cette capacité à se projeter dans le futur, en général de 6 mois, parfois de 1 an, et au moment de la crise sanitaire, j'ai même observé plus d'1 an. Le marché serait-il en train de nous dire que dans 1 an, l'inflation sera revenue à 2%? Possible. En fait, l'inflation va-t-elle encore reculer d'ici la fin de l'année? Moi, rappelez-vous, je vous ai parlé de ce recul de l'inflation en me basant sur le prix des matières premières et l'analyse technique d'un indice composite de matières premières, l'inflation énergétique, qui est une des sous-composantes des matières premières, représentant un bon 40% de l'inflation. Vous avez ici la composition du CRB Index. Eh bien, vous vous en souvenez probablement, je vous ai montré dès le mois de juin, ici à gauche en bougie japonaise hebdomadaire, à droite en bougie japonaise journalière, la structure technique baissière, en tout cas de prise de profit, une structure chartiste en biseau ascendant sur le CRB Commodity Index, qui fait donc la synthèse de ces 19 matières premières que je viens de vous décrire, produits agricoles, métaux industriels, métaux précieux et énergie. Et nous avons eu, effectivement, depuis la mi-juin, ce repli. Désormais, maintenant, nous sommes dans une phase de neutralité, d'ailleurs en Ishimoku en hebdo, bien cadré par Tenkan et Kijun-sen, soutenu par la moyenne mobile à 30 semaines que vous savez que j'utilise pour la tendance de fond, qui est superbe, qui est définie par M. Stanley Weinstein. Bon, maintenant c'est neutre. Mais voilà un des éléments qui permettait, en juin, de se dire que l'inflation allait produire un recul. Et sans surprise, c'est bien ce qu'il s'est passé aux États-Unis. Maintenant, est-ce que l'inflation va continuer de reculer? Mais tout n'est question. Comment ça marche un taux d'inflation? Imaginons. Quelle sera l'inflation en novembre prochain? Je parle, voilà, en novembre 2022. Ce sera le delta en pourcentage entre le prix des différents produits et services, mais surtout ici les matières premières, entre novembre 2022 et novembre 2021. C'est ça un taux d'inflation. En novembre 2021, on était où? Novembre 2021, on était là. Donc, pour qu'il y ait une contribution négative en novembre prochain de l'inflation, à l'inflation du prix des matières premières, il faudrait chuter jusque-là. Donc vous voyez, certes, le recul du prix des matières premières permet de réduire les taux d'inflation, mais nous sommes encore très loin d'une contribution à zéro, et encore pire, négatif. L'inflation a-t-elle atteint son pic? Impossible de répondre par l'affirmative. En tout cas, le recul du prix des matières premières a permis sa stabilisation. Voilà la réalité des faits. Mais le marché s'est quand même basé sur ça pour proposer un énorme rebond. Le risque de récession reste présent à moyen terme. Alors, effectivement, les économies occidentales, alors les États-Unis sont en récession technique, vous le savez. J'en ai parlé dans les précédents Top Gun, 2 trimestres consécutifs de croissance négative du PIB. La zone euro y a échappé. La Chine y échappe totalement. Bon. Alors, il y a eu des indicateurs d'activité, notamment du côté du marché du travail aux États-Unis, en août, début août, qui montrent que l'économie américaine, dans sa réalité, ne serait pas en récession. Et tout ça a créé une sorte d'euphorie. Bon.
l'inflation en plus reculant. Tout ça est la conjonction des facteurs fondamentaux qui a porté le rebond technique. Maintenant, le risque de récession est-il écarté? Non. Et je vais illustrer mon propos tout de suite. Alors, je reviens donc ici sur les slides. Oui, le marché du travail américain semble rester très solide malgré cette fameuse récession technique. Vous avez ici un histogramme qui provient du site tradingeconomics.com avec l'évolution du taux de chômage aux États-Unis depuis plusieurs mois. Et incroyable, le chiffre qui a été publié au début du mois d'août montre une poursuite de la réduction du taux de chômage à 3,5% de la population active aux États-Unis, alors que tout le monde envisageait un début d'envolée, c'est incroyable. Oui, la Chine est en reprise post-Covid, alors attention, il y a encore un certain nombre de confinements en Chine, mais globalement, les récents indicateurs d'activité, et là, je vous renvoie à ma dernière émission Fast and Forex sur cette Chine en reprise économique, sur ce sujet, pour constater qu'il y a un meilleur comportement relatif de l'économie chinoise vis-à-vis de la zone euro ou encore des États-Unis et du Japon. Maintenant, l'agrégat économique le plus utilisé par la finance de marché internationale pour se projeter sur les conditions macroéconomiques, ce sont les indices PMI, pour Purchasing Manager Index. C'est un sondage au sein des directeurs d'achat des entreprises, et forcément ce sont eux qui se projettent le plus, et dont les décisions influencent ce que sera le comportement de l'entreprise, acteur clé de l'économie mondiale. Il y a une corrélation positive historique entre la tendance des indices PMI et les indices boursiers. Je l'ai d'ailleurs représenté ici. Vous avez l'indice américain Russell 2000, c'est-à-dire c'est 4 fois plus que le S&P 500. Ce sont les 2000 premières capitalisations boursières américaines. Et l'indice PMI manufacturier des États-Unis, il y a une tendance clairement identique. C'est normal. C'est l'indicateur d'activité le plus respecté par le marché. Bon. Mais, actuellement, qu'il s'agisse en bleu du PMI manufacturier des États-Unis ou des États-Unis en noir ou de l'Europe en bleu, la dynamique reste négative. Alors on approche de 50, qui est la zone de neutralité, qui sépare projection d'expansion et projection de détérioration économique. Nous verrons bien. Et là, c'était le creux de la crise sanitaire. Donc, les indicateurs d'activité occidentaux suivent encore une pente négative. Et le risque de récession est-il écarté? N'oubliez pas, chers amis, les anticipations de politique monétaire. Les taux d'intérêt vont continuer de remonter. Cette augmentation du taux du crédit à la consommation, du taux du crédit immobilier, du taux du crédit aux entreprises, en fonction de leur notation, bien sûr, peut finir par avoir un impact positif. Je vous rappelle que le taux d'intérêt de la Fed est actuellement à 2,50 et qu'il devrait passer à 3% le 21 septembre, à 3,5% le 2 novembre, selon les anticipations des traders à la bourse de Chicago, dont vous avez ici une synthèse sur le site de la bourse de Chicago, cmegroup.com, c'est Chicago Mercantile Exchange Group. Bon, voilà. Donc, il y a quand même un certain nombre de facteurs qui invitent à ne pas croire que le risque de récession est définitivement écarté. À cela s'ajoute d'ailleurs la poursuite de l'inversion de la courbe des taux, quelque chose que j'ai déjà pu vous montrer dans les précédents Top Gun, et notamment les taux courts. Vous avez en vert le taux à 2 ans aux États-Unis, en bleu le taux à 30 ans, en violet le taux à 10 ans. Le taux d'intérêt à court terme est supérieur au taux d'intérêt à long terme, ce qui montre des conditions de crédit qui deviennent plus contraignantes à court terme, mais des perspectives économiques pas très emballantes à long terme. C'est clairement le schéma de la récession. Donc restons prudents. Le spread est représenté ici en marron. Maintenant, revenons sur la partie centrale de cette vidéo. La genèse technique du rebond en juin. Alors vous allez me dire, oui, c'est effectivement ce que j'ai pu vous proposer à travers un certain nombre de vidéos depuis la mi-juin. J'ai voulu ici faire la synthèse des meilleurs baromètres, ceux qui, avec le recul, ont le mieux fonctionné pour avoir le point haut en novembre dernier et le point bas en juin dernier.
J'ai rassemblé cela sur le slide qui est maintenant sous vos yeux. Ne regardez pas le graphique à droite, ce sera une des illustrations. Regardez à gauche. Nous allons parler des indicateurs de l'analyse quantitative qui permettaient de voir un rebond technique mi-juin, des indicateurs de l'analyse sectorielle qui permettaient de voir le rebond mi-juin, du sentiment des investisseurs particuliers, selon l'Association américaine des investisseurs particuliers, la participation des traders institutionnels, les taux d'intérêt nominaux et le prix des matières premières, j'en ai déjà touché un mot au début avec le CRB Index, la corrélation positive entre les indicateurs d'activité cyclique Purchasing Manager Index et les grands indices boursiers américains, notamment le Russell 2000, et bien sûr les signaux techniques de rebond qu'a donné le marché crypto, qui est la représentation ultime du risque mi-juin. Mais oui, le marché crypto. Regardez Ethereum, il est passé de 1000 euros à 2000 euros en un mois. C'est pas un rebond ça? 1000 euros à 2000 euros? Bon, voilà. Et il y avait des signaux, les signaux étaient clairs mi-juin. Alors, analyse quantitative, première partie. Le pourcentage d'actions du S&P 500 vis-à-vis de la moyenne mobile à 200 jours. Vous vous en souvenez, c'était ici, même fin mai, mi-juin, vous avez sous les yeux le pourcentage d'actions du S&P 500 vis-à-vis de la moyenne mobile à 200 jours. Historiquement, il y avait un rebond lorsque le pourcentage d'actions qui compose l'indice S&P 500 vis-à-vis de la moyenne mobile à 200 jours était compris entre 5% et 20%. Le rebond a eu lieu dans la partie haute du support. Et là, nous sommes repartis, tout comme en novembre, là c'était donc en novembre-décembre dernier, dès lors qu'il y avait plus de 85% d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, c'était le point haut du marché. Je vous remontre ça. Le point haut du S&P 500 en novembre, le point bas mi-juin. L'analyse quantitative, c'est ici une façon, c'est un des outils de l'analyse quantitative, le pourcentage d'actions qui compose l'indice vis-à-vis de cette moyenne mobile de long terme qui est la moyenne mobile simple à 200 jours. Et donc ça nous dit que le point bas est fait. Et ça nous engage bien pour la fin d'année. Très bien. Bon, mais en tout cas, c'était vraiment un superbe indicateur. L'analyse sectorielle. Alors, là, je vous en ai beaucoup parlé, de cette analyse sectorielle. Vous savez que le S&P 500 se compose de 11 super secteurs, au sein duquel il y a des secteurs cycliques et défensifs. Au point bas du marché en juin, les secteurs les plus cycliques avaient des performances négatives très mauvaises et les secteurs les plus défensifs baissaient légèrement. Ce que j'avais relevé, vous vous en souvenez, c'était dans un Top Gun fin juin. J'ai fait le ratio, donc le numérateur, c'est-à-dire une fraction. Au numérateur, j'ai mis le ratio, j'ai mis le secteur de la consommation. Sur le plus défensif d'entre eux, au dénominateur, les produits de base. Lorsque la courbe est haussière ou donne des signaux techniques haussiers, c'est que le numérateur va surperformer. Lorsque la courbe est baissière ou donne un signal technique baissier, c'est que le numérateur va sous-performer. Et bien là, vous aviez le Boultra. Le signal technique baissier était fin novembre. Il nous disait que les secteurs cycliques allaient sous-performer les défensifs. Et donc que les défensifs allaient surperformer. Typique d'un marché baissier. Ça, c'était en novembre, lorsqu'on a donné le signal de baisse. Et mi-juin, fin juin, je vous ai montré qu'il y avait le double bottom, la superbe divergence haussière comme au creux de la crise sanitaire. Et là, ça repart. Et c'était le deuxième indicateur ultime du rebond technique mi-juin, fin juin. Et lui nous dit que même si là, on va marquer une pause, parce qu'on arrive sous des résistances techniques majeures, il est plutôt engageant pour la fin d'année. L'autre aspect des choses, c'était l'analyse contrarienne, la théorie des réservoirs. Vous avez sous les yeux les données de l'Association américaine des investisseurs particuliers, qui sont statistiquement perdants sur les marchés financiers. Et donc, lorsque le réservoir des vendeurs particuliers se remplit, c'est le point bas. Et lorsque le réservoir des acheteurs particuliers se remplit, c'est le point haut. Eh bien, mi-juin, il y avait, alors là vous avez les données les plus anciennes, sont du 20 juillet, 42%. Mais, reprenez mon Top Gun de fin juin, il y avait 58% des investisseurs particuliers américains qui étaient à la vente, quasiment proche du record historique,
le réservoir des vendeurs était rempli, et lorsqu'un réservoir est rempli, il ne peut que se vider, c'est-à-dire des achats. Ça, c'était un des autres indicateurs ultimes. Alors maintenant, nous sommes dans un entre-deux. Les derniers chiffres datent du 10 août. On voit qu'on est très loin du réservoir des acheteurs remplis. Donc, il y a beaucoup de neutres. C'est pour ça que je pense que là, on va tergiverser sous les résistances majeures un certain temps, peut-être quelques semaines, consolider un peu, mais que ça pourrait aller chercher un poil plus haut. Alors, la participation des traders institutionnels, ça je vous ai montré ça dans un Top Gun il y a 3 semaines. Elle est représentée ici par la part du cash, vous savez, dans l'allocation d'actifs. En gros, pour résumer, il y a un gérant, il a du cash, ensuite il a le marché monétaire, le marché obligataire et le marché action. La part du cash avait atteint un niveau historiquement élevé début juillet, supérieur au creux de la crise sanitaire, identique au point bas de 2008. Boum, rebond, par rachat de short et un niveau de survente institutionnelle qui était majeur. Ça, c'est le 4e indicateur superbe qui permettait de voir ce rebond technique. Les taux d'intérêt nominaux et le CRB Index, j'en ai parlé en début de vidéo, avec les signaux techniques baissiers sur l'indice composite des matières premières dès la fin du mois de juin. Le Russell 2000 et le PMI. Alors, ça, les indices Purchasing Manager Index. Alors, pour les taux d'intérêt, vous aviez ici les premiers signaux techniques baissiers sur le 10 ans allemand et le 10 ans américain. On était au milieu du mois de juin. Pour le Russell 2000, alors c'est quand même l'indice le plus global des États-Unis. Bon, il y avait ici la superbe divergence haussière mi-juin entre le prix et le momentum étant représenté ici par l'indicateur technique RSI, et le rebond sur l'ancien point haut avant la crise sanitaire, janvier 2020, le choc de la crise sanitaire. Vous voyez, c'était un superbe niveau horizontal. Là aussi, ça a tendance à nous dire que même si ça marque une pause en août, que ça peut aller en plus haut à la rentrée. Les signaux techniques haussiers du marché crypto, vous avez ici en noir la capitalisation boursière totale crypto, à gauche en données hebdomadaires, à droite en données journalières, et je vous avais montré ça mi-juin, le superbe signal haussier sur le RSI hebdomadaire de la capitalisation boursière totale crypto. Résultat des courses, l'Ethereum a fait x2 depuis la fin juin, de 1000 € à 2000 €. Ça faisait partie de la conjonction d'éléments techniques qui pouvaient induire cet été ce rebond technique des actifs risqués. Alors maintenant, où en sommes-nous? À court terme, je dis attention. Attention à court terme. Attention à la proximité des résistances. Au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si mon travail vous intéresse. Alors, pourquoi? Eh bien, voilà l'explication. Le S&P 500. Moi, j'avais donné le point de départ du rebond au dépassement des 3900 points. Vous vous en souvenez? Donc, bien sûr que je n'ai pas attrapé le point bas en juin. Restons sérieux. Bon. Maintenant, le marché atteint non seulement une résistance chartiste baissière en données hebdomadaires, 1 point, 2 points, j'existe, je double-clique, je prolonge. Je la reporte ici en données journalières et elle coïncide avec cette fameuse moyenne mobile à 200 jours. Regardez, à l'époque, le retournement haussier de la crise sanitaire. On avait d'abord dépassé MM50, rejoint MM200, et il y avait eu un Golden Cross, c'est-à-dire MM50 au-dessus des MM200. Bon, là, ça va prendre du temps, mais déjà, on a bien dépassé MM50, on a reproduit le même chemin. MM200, ça va bloquer, 4003, ça va bloquer. Un certain temps, on va tergiverser ici avant de repartir. C'est mon humble opinion. Et c'est le marché qui décidera naturellement. Donc, attention au cadre court terme, c'est le même topo sur les indices boursiers européens avec l'Eurostoxx 50, qui est l'indice de référence pour la finance occidentale en zone euro, le dépassement de la MM50, comme ici, au point bas de la crise sanitaire. Et d'ailleurs, à l'époque, regardez, une touchette sur MM200 repli, je m'attends au même scénario. Voilà, chers amis, ainsi s'achève ce Top Gun sur la genèse technique du rebond en juin et sa fin proche à court terme. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. Passez une bonne semaine. Merci.